Je n'ai pas crié, ni quand le fer m'a brûlé le bras, ni quand la vapeur a sifflé plus fort que mon pouls, pas même quand ma sœur Allais a souri en appuyant plus fort. Ce qui m'a brisé, ce n'était pas la douleur, c'était le silence. Maman se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, immobile. Papa était assis à la table de la cuisine, les yeux rivés sur son café. Personne n'a couru, personne n'a crié. Personne ne m'a aidé, c'était chez moi. Mais cette nuit-là, j'ai compris que je n'y avais jamais vraiment appartenu. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié. J'ai simplement emballé toutes mes affaires et gardé une promesse en tête. S'ils me laissent brûler, je réduirai en cendres tout ce qu'ils ont construit. C'était la dernière nuit où ils m'ont vue impuissante. La fille, qui est partie, était marquée à jamais. Mais la femme qui est revenue, elle était animée d'une flamme intérieure. De l'extérieur, tout semblait parfait. Clôture blanche, peinture fraîche. Les roses de ma mère épanouies comme des soldats dociles. Les voisins nous saluaient. Mes parents souriaient. Hayley, la sœur aînée, était l'enfant chéri. La fille brillante dont rêvaient tous les parents. J'étais l'autre, l'ombre qui planait derrière sa lumière parfaite. Hayley avait des trophées des concours de beauté du charme. Moi, j'avais des corvées, un couvre-feu et le silence. Quand on était petite, elle me tirait les cheveux en disant « Tu es juste le grain de sable dans une photo de famille parfaite. » Maman riait. Papa disait « Ne la provoque pas, Chiara. » J'ai appris très jeune que la paix à la maison signifiait que ma douleur restait silencieuse. Chaque dimanche, nous étions assises à l'église, robes, repassées chaussures, cirées, mains jointes, comme de bonnes personnes. Mais aucun sermon n'a jamais adouci la voix de ma mère quand personne ne nous regardait. Aucune prière n'a jamais empêché Allais de murmurer des inepties en me croisant dans le couloir. Un jour, j'ai confié à une institutrice que je ne me sentais pas en sécurité chez moi. Les services sociaux sont arrivés. Ils sont repartis avec des biscuits, des compliments et une carte de remerciement personnalisée signée par Janice Hartwell. Ma mère, ce soir-là, Hayley m'a fait trébucher dans les escaliers. J'avais 13 ans. Maman a dit « Arrête ton cinéma ». Papa a juste soupiré. Alors je suis restée. Je suis restée malgré les bleus, les objets cassés, les promesses non tenues. Je suis restée jusqu'à ce que l'université me permette de partir. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais vraiment échappé à ce mensonge. Car quand on grandit dans un foyer bâti sur des mensonges, aucune porte ne se ferme jamais complètement. Ce mensonge vous poursuit dans votre façon de vous crisper face à la gentillesse dans vos excuses, quand on vous bouscule dans votre regard, dans le miroir, vous demandant si vous méritez d'exister. Je suis partie physiquement, mais la brûlure était déjà là sous ma peau avant même que le fer rouge ne me touche. Et quand j'ai reçu l'appel de mon propriétaire ce week-end-là, la désinsectisation nécessitait 72 heures. Suré. J'ai hésité. La seule option qui me restait était de retourner dans cette maison que je croyais avoir définitivement enterrée. Hayley m'a envoyé un texto sans blague. Maman a enchaîné. Bon, on va te faire une place. Pas de problème. J'ai fait ma valise légère, un seul sac, une chemise pour le travail et 1000 murs autour de mon cœur. Je m'étais dit que ça ne durerait que 3 jours. Faire profil bas, rester silencieux, ne pas la provoquer. J'ignorais alors que la brûlure qui m'attendait ne serait pas métaphorique. Ce serait de la chair du feu et du silence. Et que cette fois, ce ne serait pas moi qui nettoierais. Dès que j'ai franchi le seuil, je l'ai senti. Cette tension étouffante et pesante qui imprégnait le papier, peint comme la fumée d'une cigarette. Rien n'avait changé. Les mêmes murs beiges, les mêmes coussins parfaitement alignés sur le canapé, le même silence assourdissant. Hayley était déjà là étalée dans le salon comme une reine qui n'a jamais abdiqué. Téléphone à la main, jambes sur la table fossile, venin bien réel. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a même pas levé les yeux, se contentant d'un sourire narquois et de marmonner. J'avais prévenu maman. Maman était dans la cuisine, elle m'a fait un signe de tête comme si je la dérangeais.
ni fille, ni invité, juste une question d'organisation. Ta chambre est pleine de rangements. Tu dormiras sur le canapé lit dans la chambre d'Hailey. Hailey leva alors les yeux, un regard perçant. Sa voix était douce et venimeuse. Règle de la maison. On ne touche pas à mes affaires. On n'utilise pas mon miroir. On ne respire pas trop fort. J'avais envie de rire, mais ma gorge était enrouée. J'ai dormi d'un œil. Elle a laissé la lumière allumée toute la nuit à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder des TikTok à fond. Le lendemain matin, elle a renversé du vernis à ongles sur mon t-shirt par accident. Maman n'a rien dit. Papa était au travail. S'il avait été à la maison, il aurait haussé les épaules et repris son journal. Ce deuxième jour, je suis restée dehors. J'ai trouvé un coin tranquille à la bibliothèque et je me suis dit « juste une nuit de plus ». J'ai contemplé ma chemise de travail, la seule chose propre que j'avais emportée, blanche boutonnée et qui se froissait facilement. À 21h, je me suis glissée dans la buanderie pour repasser le vêtement. J'ai tamisé la lumière. Je ne voulais pas attendre des fantômes. Le fer était vieux, il ronronnait doucement comme s'il était en colère. De la vapeur s'échappait du métal, tandis que je repassais chaque ligne, chaque pli avec précision. Si je parvenais à repasser la chemise proprement, peut-être que quelque chose reprendrait le contrôle. C'est alors que j'ai entendu sa voix derrière moi. « Ai-je dit que tu pouvais toucher à mon fer à repasser ?» Je me suis retournée. Elle était là, une gourde à la main, un sourire moqueur aux lèvres, du rouge à lèvres. Parfait. L'équilibre était rompu. « C'est le fer de maman, ai-je répondu. Attention. Elle s'est approchée. Non, il est à moi. Comme tout le reste dans cette maison, j'ai avalé ma salive. Ça ne prendra qu'une seconde. Tu as toujours été une petite parasite jalouse. L'insulte ne m'a pas touchée, plus comme avant. Mais à la façon dont elle planait les bras relâchés, l'énergie palpable, je savais que quelque chose se tramait. Elle pencha la tête, toujours souriante. Toujours à faire comme si tu étais à ta place. J'ai baissé les yeux sur le t-shirt. J'ai appuyé une dernière fois sur la touche. De la vapeur s'est échappée. « Va-t'en, Hailey ». Les mots étaient notés mal choisis. Elle a bougé. Tout s'est passé si vite. Elle a arraché le cordon du mur et avant que je puisse réagir, le fer brûlant s'est abattu sur mon bras. Je n'ai pas crié. Mon corps a tressailli en arrière, mes genoux ont fléchi. Le fer a heurté le sol avec un bruit sourd. Mais la douleur, mon Dieu, la douleur se propageait déjà comme une traînée de poudre sur ma peau. Je me suis effondrée au sol, serrant mon bras. L'odeur de chair brûlée emplissait la pièce. Je me mordais les lèvres si fort que j'en sentais le goût du sang. Ma vision se brouillait. Je ne voyais pas son visage, mais je l'entendais. « Tu fais toujours la victime, » siffla-t-elle. « Tu n'as jamais eu ta place ici. Tu n'y as toujours pas ta place. » Puis des pas, rapides, secs, familiers. « Maman. » Elle s'arrêta sur le seuil. Son regard parcourut la scène. Moi par terre, ma manche brûlée, le fer encore chaud à côté de moi. Hailey, les bras croisés comme si de rien n'était. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda maman d'un ton neutre. « Elle m'a agressée, » répondit Hailey du tac au tac. Elle a essayé de me frapper avec le fer. Ma voix se brisa. « Je n'ai rien fait. Elle m'a brûlée. » Le regard de maman ne s'adoucit pas. Il ne bougea pas. Elle regarda Hailey puis moi et le dit. Voilà ce qui arrive aux ordures, sans émotion, sans hésitation, juste un constat, comme si elle lisait la météo. Je n'arrivais plus à respirer. Ces mots me blessaient plus profondément que la brûlure elle-même. « Tu mérites pire », ajouta-t-elle. Je levai les yeux. Hailey affichait un sourire triomphant. Le visage de maman était impassible. Derrière elle, papa semblait à moitié endormi, une tasse à la main. Il ne posa aucune question. Il se contenta de me regarder, secoua lentement la tête et retourna dans le couloir. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas.
Assise là, le bras couvert d'ampoules, la poitrine vide, je compris que quelque chose en moi venait de mourir. Mais quelque chose d'autre était né à sa place. C'était plus froid que la douleur, plus tranchant que la haine. Je me suis levée. Hayley a reculé surprise comme si elle s'attendait à ce que je reste par terre. Maman a haussé un sourcil. « Tu ferais mieux de nettoyer ça. » Je les ai regardées toutes les deux. « Je serai sortie de chez vous dans 5 minutes, ai-je dit. Mais cette fois je ne m'enfuis pas, je me souviens. Maman a ricané. « Tu crois nous faire peur ?» n'en ai-je dit à voix basse. Mais tu vas vite comprendre que même un parasite peut te vider de toute substance. Je n'ai pas pris la chemise. Je n'ai pas pris la valise. Je n'ai même pas pris mon chargeur. Je suis repartie les mains vides, avec pour seul bagage la vérité. Et j'ai juré, sur chaque centimètre de peau brûlée, que cette vérité ferait mal. Je ne suis pas allée aux urgences. Je suis entrée dans une pharmacie ouverte 24 heures sur 24, le visage engourdi et le bras en feu. J'ai acheté de la gaze de la crème pour les brûlures, des antidouleurs payées en espèces. Le pharmacien m'a jeté un coup d'œil, a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai pansé la plaie en silence. Pas une larme, juste de la précision, comme si je pliais quelque chose de tranchant et de sacré. Je ne suis pas allée à la police non plus. À quoi bon maman présider le comité de quartier? Papa jouait au poker tous les vendredis avec le commissaire. Même si j'avais eu des photos, même si j'avais eu des bleus, ils auraient souri et parlé de malentendus. Ils l'avaient déjà fait. Mais je ne suis pas rentrée chez moi non plus. Je suis allée chez Morgane. Elle a ouvert la porte en pyjama, les cheveux en bataille, les yeux écarquillés. Chiara, je n'ai rien dit. J'ai juste remonté ma manche. Son souffle coupé a résonné dans le petit hall d'entrée. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je me suis assise sur son canapé. Les coussins se sont enfoncés sous moi. Je n'ai pas besoin d'aide pour le cacher. Et je dis, j'ai besoin d'aide pour le retourner. Morgane m'a fixé un instant, puis a hoché la tête. J'en suis. Nous sommes restés éveillés toute la nuit. Elle a préparé du thé. J'ai ressorti des souvenirs de vieux SMS, des messages vocaux, des photos de bleu que j'avais précieusement conservées et que je n'avais jamais osé montrer. Des captures d'écran d'allée se moquant de moi dans des conversations de groupe me traitant de défectueuse. Sur un message vocal, ma mère riait au téléphone et disait « Kier, tu as des bleus comme une pêche. Tu n'as même pas besoin de faire d'efforts. » Les mains de Morgane tremblaient lorsqu'elle appuya sur lecture. « On en a assez, » murmura-t-elle. « Assez pour les faire tomber. » Non, j'ai dit pas seulement tomber. Je veux que le monde voie ce qu'ils sont quand personne ne les regarde. Morgane se pencha en arrière, le regard concentré. Ensuite, on fait ça intelligemment, maîtrisé proprement. Je ne voulais pas du chaos. Je voulais de la clarté. Ils avaient toujours utilisé leur silence comme une arme. Désormais, j'utiliserai leurs mots, leurs propres mots, comme une lame. LA avait passé des années à peaufiner son image jusqu'à la rendre impeccable parfaite sur Instagram. Impeccable en relations publiques, reine des publications faussement inspirantes, des brunchs filtrés et du jargon d'entreprise. Elle travaillait dans une agence de marketing UP Downtown Luxe PR. Son travail consistait à gérer des clients prestigieux, à préserver leur réputation et à gérer les crises. L'ironie était presque poétique. Je ne voulais pas seulement qu'elle soit licenciée. Je voulais qu'elle soit démasquée par le système, même qu'elle pensait contrôler. Morgane m'a aidé à tout mettre en place. Nous avons créé une fausse identité de consultante, une petite marque de bien-être à la recherche d'un soutien en relations publiques. Nous avons acheté un téléphone jetable, créé une adresse e-mail professionnelle et utilisé l'appartement de Morgane comme adresse de bureau officiel. Nous avons envoyé un cahier des charges vagues demandant à les nommément. « Votre image de marque est tellement audacieuse », ai-je écrit. « J'adorerais travailler avec quelqu'un d'audacieux et d'assumé. » Moins de 48 heures plus tard, nous avions un rendez-vous.
Je portais une perruque noire, de grosses lunettes et un tailleur pantalon gris. Professionnelle discrète, méconnaissable. Hayley est arrivée avec 10 minutes de retard, sa queue de cheval blonde impeccable, son sourire forcé. Elle ne m'a pas reconnue, pas même un instant. La rencontre fut brève. J'ai hoché la tête, posé de fausses questions, feint l'admiration. Puis j'ai fait glisser une grande enveloppe sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en l'ouvrant nonchalamment. À l'intérieur des photos de bleu, des captures d'écran de messages, la transcription imprimée de son message vocal laissé en état d'ivresse. Franchement, la seule chose qui marche, c'est de remettre cette personne à sa place. J'ai vu son visage passer de la confusion à l'incrédulité, puis à l'horreur. Elle a levé les yeux. Sa voix s'est faite plus basse. « Pour qui te prends-tu » Je me suis penchée vers elle. « Je suis le grain de sable dans l'engrenage de ta photo parfaite, celle que tu as essayé de brûler. » Sa main tremblait. « Je vais te poursuivre en justice. » Je suis restée calme, tapotant mon téléphone. Derrière elle, à une table, près de la fenêtre, l'ami de Morgane stagiaire, sans papier, avait enregistré toute la conversation. Nous sommes sortis avant qu'Hayley ne puisse reprendre la parole. Le lendemain matin, Lux P.R. a publié un communiqué en raison de problèmes de comportement et de nouveaux éléments de preuve. Mademoiselle Hartwell a été licenciée le temps de l'enquête. Son compte Instagram est devenu noir. Ses sponsors ont disparu. Vendredi, elle était de nouveau en tendance, mais pas comme elle l'aurait souhaité. Je n'ai rien publié. Je ne me suis pas réjouie. Je suis simplement restée assise avec Morgane à siroter un café. Un de moins, ai-je murmuré. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une douce chaleur sans brûlure. Si Hayley régnait sur les réseaux sociaux, maman régnait sur le monde réel, l'église, les collectes de fonds, les conseils scolaires. Aux yeux du monde, Janice Hartwell incarnait la dignité. Organisatrice bénévole porte-parole des valeurs familiales, élue mère de l'année 3 fois de suite par le journal local, mais personne ne l'avait vue en privé. Quand elle riait, tandis qu'Hayley me faisait des bleus, quand elle me disait que j'étais une erreur qui avait trop duré, j'attendais. Je savais que le moment idéal viendrait et il est arrivé, le gala communautaire de printemps. Maman devait prendre la parole pour son monologue annuel sur la résilience, l'unité et les familles unies. Elle adorait les caméras, elle adorait les applaudissements. J'avais acheté un billet, une simple robe noire. Personne ne m'a reconnue. Lorsqu'elle est montée sur scène, la foule a applaudi. Téléphone levé, presse prête, elle a commencé. Cette communauté s'est construite sur la compassion, la bienveillance et l'amour qui prend racine au sein du foyer. Je me suis avancée silencieuse et assurée. L'organisatrice a cligné des yeux surprise lorsque je lui ai tendu une petite clé USB. C'est un envoi anonyme, ai-je dit calmement, pour l'hommage de ce soir. Il s'intitule « Ce que signifie vraiment la famille ». Les lumières se sont tamisées. L'écran derrière ma mère s'alluma. D'abord, la photo d'un bras meurtri, puis celle d'un avant-bras brûlé. Puis, un message vocal. « Qui a toujours des bleus comme une petite pêche. C'est presque drôle comme elle s'énerve facilement. » Des murmures d'effroi parcoururent la pièce. Un autre message. La voix de maman encore. Elle n'aurait jamais dû naître. J'ai prié pour avoir un fils. Le silence se fit. Je vis maman se figer. Son visage resta impassible, mais ses mains agrippèrent le podium. Des murmures parcoururent la foule. Les téléphones se baissèrent. Je me suis alors approchée suffisamment pour qu'elle m'entende. C'est ce qui arrive aux ordures, pas vrai. Profite des projecteurs. Janice, cette fois, c'est ton fils. Modifié. Elle a littéralement lâché le micro et s'est enfuie. Au lever du soleil, la nouvelle s'était répandue. Le conseil de l'église locale a exigé sa démission. Les sponsors se sont retirés de ces événements. Le journal a retiré son profil des archives des mères de la Fondation Legacy.
Elle a tenté de nier l'existence de toute cette histoire, prétendant que quelqu'un avait imité sa voix. Mais la vérité n'a pas besoin de crier. Elle a juste besoin d'être entendue. Et cette fois, personne n'a applaudi. Je m'attendais au silence. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à une action en justice. 2 semaines après le gala, j'ai reçu une grosse enveloppe par la poste. Adresse de l'expéditeur Janice Hartwell. À l'intérieur, une plainte formelle pour diffamation, préjudice moral et atteinte à ma réputation. Cela aurait pu prêter à rire si la situation n'avait pas été si désespérée. La même femme qui était restée là impuissante tandis que la peau de sa fille brûlait, voulait maintenant faire croire au monde entier qu'elle était la victime. Olivia a signé la pétition. Il prétendait que j'avais tout falsifié, photos, enregistrements, audio, horodatage. Il disait que j'étais mentalement instable, que j'avais toujours été une fille jalouse et dramatique en quête d'attention. Mais ce n'était plus le lycée et il n'avait plus d'avocat. Depuis qu'Hailey a perdu son emploi et que les donateurs du gala de maman ont disparu, rien n'avait changé. Moi, en revanche, j'avais bâti ma fortune discrètement. J'avais économisé, préparé et m'étais fortifiée dans l'ombre. Je me suis présentée seule à la cérémonie élégante en tailleur noir, ma brûlure presque guérie, sans la moindre peur dans le regard. Eux, ils sont arrivés en tenue d'église démodée, paniqués. Maman serrait ses perles comme si elle pouvait la protéger. Olivia portait des lunettes de soleil à l'intérieur. On m'a traitée d'instable. On m'a traitée de dangereuse. Mais lorsque le juge a demandé des preuves, j'ai ouvert un dossier imprimé, des captures d'écran, des reçus médicaux, des transcriptions audio et même un courriel qu'Olivia m'avait envoyé 2 ans auparavant, intitulé « Tu es né non désiré. N'oublie pas ça ». Le juge a tout examiné. Il n'a pas posé beaucoup de questions. Il n'en avait pas besoin. Au bout de 20 minutes, il a levé les yeux. « Ce n'est pas un procès, a-t-il dit. C'est une tentative d'intimidation. Affaire classée sans suite. » Maman a poussé un cri d'effroi. Olivia a éclaté en sanglots. Je n'ai rien dit. Je me suis contentée de me lever, de prendre mon dossier et de sortir en les dépassant. Non pas comme leur victime, non pas comme leur fille, mais comme la tempête qu'ils avaient déclenchée se retournant enfin contre eux. Je ne suis pas rentrée chez moi après l'audience, ni à mon appartement, ni chez Morgans. Je suis allée au bureau de Phoenix Rich, l'association que j'avais discrètement contribué à financer au cours de l'année écoulée. Nous venions de signer notre premier bail pour un local modeste. Une salle pour l'aide juridique, une autre pour la thérapie des traumatismes. Notre devise était affichée au-dessus de la porte. Toutes les brûlures ne laissent pas de cicatrices visibles. Nous offrions notre aide à celles et ceux qui ont souffert des agissements de ceux dont personne ne parle, sœurs-mères, tantes agresseurs, dissimulés derrière des gâteaux d'anniversaire et des programmes religieux. 6 semaines plus tard, un journaliste nous a contactés. Ils avaient entendu parler de mon histoire. J'ai accepté de rester anonyme. L'interview a été diffusée un mercredi. Une citation s'est répandue comme une traînée de poudre. Elle m'a marqué au fer rouge, mais la vraie cicatrice, c'était le silence. C'est ce silence que j'ai brisé. Des milliers de personnes ont réagi, courriels, lettres, témoignages, comme le mien. Olivia l'a vu, bien sûr. Elle a posté une vidéo tremblante sur YouTube. Larmes déni, culpabilité sournoise. Mais les commentaires se sont retournés contre elle. Tu as détruit ta sœur. Et maintenant tu es furieux parce qu'elle a transformé cette douleur en quelque chose d'indestructible. Ses abonnés ont disparu. Son propriétaire a résilié son bail. Elle a été blacklistée par toutes les agences de relations publiques de la région. Sa mère a tenté de reprendre son bénévolat au centre communautaire. Ils ont dit « Nous sommes complets ». Un soir, mon téléphone a sonné. C'était le numéro d'Hailey. Sa voix s'est brisée. « J'ai tout perdu. »« Non, » ai-je répondu doucement. « C'est toi qui as tout perdu. » Clic. J'ai raccroché, je suis entrée dans la salle de consultation
où une adolescente était assise la manche baissée. Je lui ai souri et à cet instant j'ai su qu'ils avaient essayé de me brûler vive. Mais je n'ai pas seulement survécu, je suis devenue ignifugée et de leurs cendres, j'ai bâti quelque chose qu'ils ne pourront jamais toucher.